Oh mon Dieu, je vais bientôt partir en vacances. Je ne pourrai pas faire de vidéo. Fichtre, j'étais tout juste en train de m'améliorer. Pourquoi? Bonjour à tous et bienvenue dans Webdical. Aujourd'hui, nous allons parler du stress et de ses acolytes. C'est parti. Vous aussi, le stress vous fait perdre tous vos moyens? Le stress est un méchant monsieur pas beau qui vous pousse à bout. Vous tape sur les nerfs et vous fait passer vos nerfs en tapant sur un peu n'importe quoi. Saleté de bureau de merde! Putain de viewer de merde! Et on attaque tout de suite avec de la biologie. En biologie, le stress est l'ensemble des pressions ou contraintes posées par l'environnement, mais elles dépendent toujours de la vision qu'a la personne des pressions qu'elle subit. Alors que selon la définition médicale, il s'agit d'une séquence complexe d'événements plus ou moins stressants, provoquant des réponses physiologiques et psychosomatiques. Par extension, tous ces événements sont également qualifiés de stress. Dans le langage courant, on parle aussi de stress positif ou négatif. Il faut aussi savoir que le stress est différent de l'anxiété. Celle-ci est une émotion, le stress est un mécanisme de réponse pouvant provoquer des émotions. Par exemple, l'anxiété. Il est automatique, un petit peu comme la peur. Mais la peur est quand même une émotion. Une émotion déclenchée par l'amygdale, un organe de votre cerveau qui produit ce genre de réaction. Cela se déclenche en présence d'un danger ou d'un événement surprenant. D'ailleurs, il y a deux phobies innées chez toutes les espèces. La peur du bruit ou la peur du vide. Avouez-le, vous voulez que je mette un streamer, hein? Non, mais ce scénario est trop prévisible. Non, je ne mettrai pas de streamer. Mais la peur est déclenchée par... Vous m'avez tenté. D'après certains psychologues, la peur est un flux émotionnel déclenché par certaines émotions, comme la tristesse, la colère, et même la joie. Et parfois votre cerveau lui-même a peur. Lorsque vous dormez et que vous rêvez d'une chute, et que vous vous réveillez en sursaut avec l'impression d'une pseudo-douleur. Eh bien l'explication la plus probable est que, lorsque les muscles se relaxent beaucoup, le corps rentre rapidement point dans le sommeil, mais dans une sorte de transe paralysique. Et le cerveau, lui, il aime pas trop ça en fait. Vous pourriez être en danger, vous pourriez être en train de mourir, vous pourriez être en train de tomber dans le coma aussi. Il vérifie donc ce qu'il peut faire, il donne une petite claque ou deux, et cette manifestation est plus fréquente chez les personnes qui accumulent plus de fatigue ou de stress. Et si vous accumulez le stress, il faut savoir qu'il y a 3 stades au stress. Numéro 1, la réaction d'alarme. Les forces de défense se mobilisent. 2, adaptation à l'agent stressant. Vous essayez de combattre le stress en vous adaptant. 3e stade, l'épanouissement. Inexorablement atteint si l'agent stressant est suffisamment puissant. Attendez, oui, j'ai bien dit épanouissement, mais un arachnophobe ne va pas se sentir bien s'il passe plusieurs jours enfermé dans une cage remplie d'arachnides. Parce qu'il sera mort. Non, cet épanouissement-là est un homonyme qui définit une perte considérable d'une de nos capacités, comme la respiration par exemple. Les automatismes dus à l'angoisse ne sont pas forcément réservés aux êtres humains. Par exemple, dans les comportements chez l'animal, comme les humains, les animaux doivent pouvoir réagir aux agressions et aux émotions générées par leur environnement. Des dérangements ou changements trop fréquents ou brutaux sont des sources de stress qui peuvent leur être préjudiciables. Mais ces causes sont différentes chez les animaux domestiques ou d'élevage qui dépendent du bon vouloir de leur maître. Et ces causes sont les suivantes. Dû à la perte de territoire ou destruction de l'habitat. Le conflit dû à une lutte hiérarchique pour la reproduction. Et je pourrais citer bien d'autres exemples comme l'abandon, le châtiment corporel ou alors le changement d'habitat. On peut constater à travers les expériences du professeur Laborite que le stress génère de la peur et des incertitudes qui influent sur le comportement physiologique de l'animal. L'organisme sécrète des hormones pour mobiliser le cerveau et les muscles et l'oxygénation augmente. Mais durant un stress occasionnel, l'animal va se mettre à fuir, à pousser des cris ou à trembler. Et dans un stade extrême, prenons par exemple un chat. Ah, j'ai mis un chat. L'hypnologue de l'internet. Regardez le chat. Regardez-le. Regardez-le. Ah, 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 ah. Je vais me taire. Reprenons. Un chat va se mettre à saliver abondamment. Ses pupilles vont se dilater. Il peut même se mettre à suriner dessus. Alors ma petite Mimi, si tu veux bien dormir ce soir, t'arrêtes de lui mettre une laisse ou vouloir lui mettre un Crisiloum. Et durant un stress de longue durée, ce chat et moult autres animaux vont devenir anxieux. Ses fonctions digestives vont se perturber. Il développera des comportements pathologiques de subition. Et donnera l'impression de vouloir tout le temps marquer son territoire. Je pense que l'on en a fini pour les animaux là. Il est temps maintenant de parler des végétaux.
Oui, les végétaux aussi, angoisse et stress et autres. Peut-être même que la plante verte qu'il y a à côté de vous est en train de hurler en ce moment. Non, quand même pas, car cela ressemble plus à de la déprime qu'à du stress. Mais chez eux, les situations de stress ou autres réactions peuvent différer. Le stress peut être plus ou moins habituel, ou exceptionnel. Un stress transitoire. Tiens, encore une potentielle blague d'ordre scatophile à éviter. Ou irréversible, et alors provoquer une vie dans des conditions extrêmes. C'est un équilibre entre les contraintes du stress et les processus d'adaptation, qui fait que ça passe ou ça casse. Et donc la plante s'en sort ou meurt. Ouais, c'est un peu extrême. Heureusement qu'on n'a pas les mêmes déprimes. Tiens, dépression, super transition. Et en plus ça rime. La dépression est une maladie qui se caractérise notablement une perte de motivation et de faculté de décision, une diminution du sentiment de bien-être et des troubles de l'appétit, mais aussi des troubles du sommeil et des pensées morbides, l'impression de ne pas avoir de valeur en tant qu'individu. Elle survient durant des périodes dépressives qui peuvent durer des jours, des semaines, des mois, voire des années. Mais je n'approfondis pas car un épisode sera tôt ou tard consacré à cette pathologie. Mais sinon, saviez-vous que... Me regardez pas comme ça, c'était impossible d'écrire une transition. Mais saviez-vous que le stress a lui aussi une histoire? Bah oui, on l'a bien découvert à un moment ou à un autre. Il a donc le droit à sa propre séquence histoire. La notion de stress a été introduite par l'endocrinologue Hans Sley. Endocrinologie. L'endocrinologie est la science de la médecine qui étudie les hormones. Son nom signifie l'étude de la sécrétion interne. Vous en faites ce que vous voulez. Qui a publié en 1956 Stress of the Life, qui est traduit par le stress de la vie. Il y décrit le syndrome d'adaptation, ce qui signifie l'ensemble des modifications qui font qu'un organisme peut supporter les conséquences d'un traumatisme, naturel ou opératoire. Il publie par la suite Le stress sans déstress et son autobiographie Le stress de ma vie. Il avait quand même l'air d'être fier de sa découverte. Le concept de stress lui est venu en même temps que l'idée du syndrome d'adaptation, en 1925 alors qu'il étudiait la médecine. Ah, je comprends comment ça lui est venu. Mais bon, en fac de médecine, ce qu'il faut faire pour arrêter de stresser, c'est dormir. Et dormir, ça commence par un bon environnement. Et ça tombe bien, car maintenant nous allons parler de psychologie des couleurs. Alors, le rouge a son sujet. On vous a menti toute votre vie. Non, en fait, on ne vous a pas vraiment menti. C'est plus comme une idée reçue. Le rouge ne vous rend pas fou, agressif, nerveux. Non, toutes les critiques que je peux vous fournir sur le rouge sont positives. Mis à part que dans notre société, elle signifie une interdiction ou un danger. Cela est dû au fait que c'est la couleur que l'on voit le mieux. Quand il y a du rouge, c'est la première chose que vous verrez. Et tout ça vient de la préhistoire, quand l'homme vivait encore dans la nature. Il ne voyait autour de lui que des éléments naturels. Le rouge étant tout ce qu'il y a de plus rare dans la nature, l'homme ne s'était pas habitué à voir cette couleur. C'est certes la couleur qui a le plus d'influence sur nos émotions, mais surtout des émotions positives. La chaleur du rouge vous rassure en vous procurant une certaine envie d'agir. Cette action permet d'agir positivement pour combattre l'anxiété. Avec une chambre peinte en rouge calme, vous pourrez très bien dormir. Le rouge aide aussi à combattre la dépression. Pourtant, avec le bleu, c'est plus mitigé. Quand il est foncé ou cyan, c'est très bien. En outre, s'il se présente sous la forme d'une lumière bleue, mais si vous savez une lumière qui est censée être apaisante, cette couleur va vous rendre totalement insomniaque. Et pourquoi ça? Si vous êtes en pleine journée, je vais vous demander de regarder dehors. Et oui, le ciel est bleu. Et on en revient donc à la question de la préhistoire. L'aube produit une couleur bleue naturelle. Cette couleur est donc naturellement faite pour vous réveiller. À votre avis, pourquoi la couleur dominante d'un ordinateur est-elle bleue? Eh bien voyez-vous, c'est très simple. Alors non, Bill Gates n'avait pas comme idée derrière la tête de corrompre la jeunesse en la fatiguant totalement et en faire des zombies. Non. La lumière de Windows est d'un bleu agressif tout simplement pour travailler la nuit. Ça peut avoir du bon de ne pas réussir à dormir. Et dans une situation stressante comme celle-ci, il y a l'anxiété. En l'absence de stress psychologique, l'anxiété peut créer des sentiments de peur, mais aussi d'inquiétude et de crainte.
Et il y a quand même de quoi être anxieux quand vous vous réveillez avec 3 lignes écrites sur votre ordinateur, la tête sur le clavier. Elle est aussi considérée comme une réaction normale dans une situation de stress. Mais lorsqu'elle devient trop fréquente, l'anxiété peut être aussi nommée par le nom de trouble de l'anxiété. Et là, ça peut devenir un peu grave, hein, parce que les effets de ce genre de trouble, c'est pas hyper positif. Car si vous tournez fréquemment à un pur état de stress, vous allez y laisser la santé. Et quand je dis ça, je veux parler de la mort. Le stress est souvent nommé comme un tueur silencieux. Les maladies liées à un trop fort état de stress sont vraiment parmi les plus dangereuses. Par exemple, des crises cardiaques, des hypertensions artérielles et j'en passe. Mais pour cela, il y a des traitements faciles d'accès, sans ordonnance et gratuits. Ou presque. Et on arrive donc à la séquence traitement. Je tiens tout d'abord à dire que toutes ces astuces sont prouvées scientifiquement. Premier conseil, marchez pendant 10 minutes. Marcher pendant 10 minutes vous permettra de mieux respirer, de vous calmer et de vous vider la tête. Deuxième conseil, la visualisation. Même durant un court instant, il est bon de vous imaginer dans un lieu que vous jugez apaisant. Troisième conseil, achetez une plante verte. De préférence une pas trop stressée. Mais les plantes d'intérieur ne sont pas que de la décoration. Elles purifient l'air. Il est prouvé scientifiquement que rien que se tenir à côté d'une plante aide à déstresser. Naturellement. En quatrième, manger ou boire quelque chose de sucré. Consommer du sucre vous remonte le moral et même vous détend. De même avec le chewing-gum, car non seulement il est sucré, mais en plus mâcher réduit la vigilance, l'angoisse et le stress. Mais bien sûr, il faut que le stress soit très sollicité. Il y a beaucoup d'avertus médicinaux dans les bonbons. À voir dans de prochains épisodes. Et j'ajouterai même en dernier, regardez de l'ASMR. Mais si, vous savez, les vidéos relaxantes là, avec une voix suave. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Webdical. Si tu as détecté tous les faux raccords de cet épisode, tu peux laisser un like. Vous êtes aussi libre de vous abonner et de partager la vidéo. Vous pouvez aussi en parler à vos amis, ça me ferait vachement plaisir. En tout cas, merci à tous d'avoir commenté les vidéos, de vous être abonnés, de les avoir likées. Vous gérez, vous connaissez la musique. Pendant ce temps-là, moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos.